Ce cours portant sur le premier mois de la grossesse, c'est-à-dire les 4 premières semaines du développement embryonnaire, est destiné pour les étudiants inscrits en sciences de la nature et de la vie, les étudiants en première année médecine et ceux inscrits en pharmacie vétérinaire et en sciences agronomiques. Première semaine du développement embryonnaire. Elle est comprise entre les premiers et 5e jours de la grossesse. Durant cette période, qui est dite période pré-morphogénétique, se déroulent 4 phénomènes. Et notons que ces phénomènes se succèdent et qui sont la fécondation, l'amphimixie, la segmentation et la formation du blastocyste. Sur ce schéma-là, on voit très bien la trompe de Fallope qui fait jonction avec la cavité utérine et nous constatons aussi que les 3 premiers phénomènes de la première semaine, c'est-à-dire la fécondation, l'amphimixie et la segmentation, se déroulent le long de l'oviducte, c'est-à-dire la trompe de Fallope, en allant du tiers externe vers le tiers interne, c'est-à-dire le tiers interne se retrouve toujours en regard, c'est-à-dire en face la cavité utérine. Commençons par la fécondation. Sur les 300 millions de spermatozoïdes, en moyenne bien sûr, qui sont déposés dans la cavité vaginale, à peine une dizaine d'entre eux qui atteint le tiers externe de l'oviducte pour entourer éventuellement l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Alors, la question que l'on se pose, où sont passés le reste des spermatozoïdes? Eh bien, sachez que la quasi-totalité des spermatozoïdes a été déjà éliminée par le pH acide du vagin, vu que les spermatozoïdes ont l'habitude d'évoluer dans un milieu qui est légèrement basique, c'est-à-dire le pH du sperme qui est pratiquement de 7,2 à 7,4. Ensuite, il y aura une autre partie qui va être éliminée au niveau du col utérin grâce à la glaire cervicale. En effet, les mailles de la glaire cervicale qui s'ouvrent pendant la période de fécondabilité, c'est-à-dire 13e, 14e, 15e jour, ne laissent passer que les bandes spermatozoïdes du col utérin vers la cavité utérine. Les autres spermatozoïdes anormaux, c'est-à-dire ceux qui présentent 2 têtes, peut-être 2 flagelles, peut-être ils sont géants ou nains, vont être retenus à travers les mailles de cette glaire cervicale. En tout et pour tout, on peut dire que sur les 300 millions de spermatozoïdes déposés dans la cavité vaginale, à peine 2 millions qui parviennent dans la cavité utérine. Et dans cette cavité utérine, un très bon nombre d'entre eux qui va être éliminé cette fois-ci par les cellules phagocytaires qui appartiennent à la cavité utérine. Sur ces 2 millions, donc ils vont se diriger, bien sûr, ceux qui échappent à cette phagocytose se dirigeront vers les 2 trompes de Fallope ou bien vers les 2 oviductes. Et donc, encore dans les 2 oviducts, il y aura un bon nombre qui va être éliminé par d'autres cellules aussi phagocytaires qui appartiennent aux 2 oviducts. Et au final, on dira que sur les 300 millions de spermatozoïdes déposés dans la cavité vaginale, à peine une dizaine qui va être retenue autour de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 dans le tiers externe de l'oviducte.
Alors là, on doit noter aussi que dans l'appareil reproducteur chez l'homme, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité, c'est-à-dire sont capables de se déplacer, et leur pouvoir fécondant, c'est-à-dire le pouvoir de pénétrer un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Toujours dans l'appareil reproducteur chez l'homme, et plus exactement au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes sont décapacités, c'est-à-dire pouvoir fécondant et réprimé. Bien sûr, suite à la fixation de certaines protéines qui bloquent tout simplement la réaction acrosomiale qu'on verra tantôt, pour empêcher tout simplement toute réaction acrosomique prématurée dans l'appareil reproducteur humain. Maintenant, on note aussi que au contact de ces spermatozoïdes avec les cellules de la corona radiata qui entourent l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, on constate qu'il va y avoir une recapacitation des spermatozoïdes, c'est-à-dire la levée de la décapacitation. Alors, on va s'intéresser aux conséquences de cette recapacitation des spermatozoïdes au contact des cellules de la corona radiata. Première conséquence, c'est l'hyperactivation des spermatozoïdes, c'est-à-dire que les spermatozoïdes, au contact avec les cellules de la corona radiata, acquièrent une mobilité très efficace, d'où le nom de spermatozoïdes fléchants. Et c'est dû à quoi? Eh bien, tout simplement, c'est dû à la phosphorylation des tyrosines, des protéines membranaires du flagelle. Suite à ce phénomène, les spermatozoïdes, donc avec aisance, peuvent séparer et traverser les cellules de la corona radiata, et ce aussi grâce à une hyaluronidase de type pH20 qui est liée à leur membrane plasmique. Deuxième conséquence, c'est la capacité de déclencher la réaction acrosomique. Alors, c'est quoi la réaction acrosomique? On va la voir juste dans la prochaine diapositive. Maintenant, nous allons expliquer la réaction acrosomique. Elle se fait toujours au contact de la tête du spermatozoïde avec la zone pellucide 3. Bien, sur la première représentation, tout à fait en haut et à gauche, nous avons représenté le spermatozoïde sur sa membrane plasmique qui se trouve en regard du noyau et l'acrosome qui coiffe ses 2/3 supérieurs se localise des récepteurs de type β1,4-galactosyltransférase 1. De l'autre côté, c'est-à-dire concernant l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, nous avons représenté juste une petite portion allant de l'extérieur vers l'intérieur de l'ovocyte 2. En vert, nous avons la zone pellucide, donc qui est suivie par la membrane plasmique. Et en bleu, c'est la zone corticale de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, c'est-à-dire la partie périphérique. Et dans cette zone corticale, nous constatons la présence de granules corticaux. On verra leur rôle tout à l'heure, qui intervient juste après la pénétration du spermatozoïde. Alors, il est intéressant de noter qu'au niveau de la zone pellucide, nous avons un type de récepteur appelé résidu N-acétylglycosamine. Alors, maintenant, l'étape suivante, au contact du spermatozoïde avec l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, c'est-à-dire il va y avoir une réaction entre les récepteurs du spermatozoïde et ceux de la zone pellucide, c'est-à-dire contact entre la β1-galactosyltransférase 1 et résidu N-acétylglycosamine.
Alors, ce processus a pour conséquence tout simplement la réaction acrosomique, c'est-à-dire les enzymes qui se trouvent à l'intérieur de l'acrosome vont être déversées sur la zone pellucide. Et ces enzymes ont pour rôle essentiel la destruction de ce qu'on appelle ZP1, c'est des glycoprotéines qui interviennent dans la consolidation de la zone pellucide. Zone pellucide représentée par un ensemble de chaînes. Chaque chaîne, donc association de glycoprotéines globulaires de type ZP3 et ZP2. Et l'ensemble de ces chaînes sont reliées entre elles par une glycoprotéine de type ZPA. Donc, ces enzymes ont pour rôle essentiel la destruction de ZPA, c'est-à-dire la zone pellucide va devenir flasque et le spermatozoïde va la traverser avec aisance. Quelles sont les conséquences de la réaction acrosomique? D'abord, nous avons la libération des enzymes protéolytiques à partir de l'acrosome et qui sont les hyaluronidases et l'acrosine. Ces enzymes interviennent dans la digestion partielle de la zone pellucide, c'est-à-dire la digestion de la glycoprotéine de type ZP1 de la zone pellucide qui intervient dans sa consolidation, permettant ainsi au spermatozoïde de la traverser avec aisance. Lorsque le spermatozoïde atteint d'une manière tangentielle la membrane de l'ovocyte 2, bloquée en métaphase 2, sa membrane plasmique fusionnera avec celle de l'ovocyte 2 grâce à la CD9. C'est une protéine transmembranaire de l'ovocyte 2. Et la fertiline bêta, c'est une protéine membranaire du spermatozoïde. Ce processus est dit la plasmogamie, c'est-à-dire la fusion de la membrane du spermatozoïde à celle de l'ovocyte 2. Quelles sont les conséquences de la fécondation? Premier point, et c'est le plus important, et qui correspond au blocage de la polyspermie. Comment se déroule ce processus? Dès que le premier spermatozoïde pénètre l'ovocyte 2, sur place, les granules corticaux de l'ovocyte 2 s'éclatent et par exocytose rejettent à l'extérieur une protéine dite exosaminidase. Cette protéine se fixera automatiquement sur les résidus N-acétylglycosamine. C'est les récepteurs qui se trouvent au niveau de la zone pellucide de l'ovocyte 2. Eh bien, cette protéine dite exosaminidase va empêcher la fixation des récepteurs d'autres spermatozoïdes qui sont de type bêta-1 galactosyltransférase 1, et ceci a pour conséquence tout simplement l'empêchement d'autres spermatozoïdes de s'adhérer à la zone pellucide. Et ce processus est dit blocage de la polyspermie, c'est-à-dire blocage de la pénétration d'autres spermatozoïdes dans l'ovocyte 2. Ça, c'est la première conséquence de la fécondation. Deuxième conséquence, c'est l'achèvement de la division équationnelle de l'ovocyte 2 pour donner l'ovule et le deuxième globule polaire. Troisième conséquence, transformation des deux noyaux, c'est-à-dire le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde en pronucléi, mâle et femelle.
Au singulier, attention, on dit le pronucléus mâle et le pronucléus femelle. Au pluriel, on dit les pronucléi. Troisième conséquence, réveil des enzymes cytoplasmiques de l'ovule pour se préparer à la prochaine étape, c'est-à-dire l'amphimixie et surtout la segmentation, et enfin la décondensation de l'ADN du spermatozoïde. Deuxième point de la première semaine du développement embryonnaire correspond à l'amphimixie. Alors, l'amphimixie correspond tout simplement à la fusion du pronucléus mâle avec le pronucléus femelle. Ceci a pour conséquence la formation du noyau du zygote. Notons que pronucléus mâle et pronucléus femelle présentent un chromosome. Donc, suite à cette amphimixie, nous constatons la reconstitution du patrimoine génétique, c'est-à-dire 2 N chromosomes. Donc, le zygote renferme une moitié du patrimoine génétique qui provient du spermatozoïde et l'autre moitié qui provient de l'ovule. Troisième point, segmentation. Elle se déroule dans la trompe de Fallope à mesure que le germe se dirige du tiers externe de l'oviducte vers la cavité utérine. La segmentation, donc finalement, c'est quoi? Ce n'est qu'un ensemble de divisions métotiques du zygote et qui a pour but la formation de la morula, c'est-à-dire stade 16 cellules, et ce, entre les 3e et 4e jours du développement embryonnaire. Notons aussi que la taille de la morula est identique à celle du zygote. Donc finalement, c'est la taille des cellules qui diminue à mesure que le zygote se segmente. Et là, nous avons une très belle photo qui montre une vue externe de la morula et on constate que à la périphérie, nous avons de petites cellules qui sont plus ou moins aplaties, qui sont dites les micromères, et au centre, nous avons de grandes cellules dites macromères. Alors, comment se caractérise la segmentation chez l'homme? On dit d'abord que la segmentation chez l'homme est totale. Pourquoi? Parce que c'est la totalité du zygote qui se divise. On dit que la segmentation chez l'homme est inégale. Pourquoi? Parce que la première division du zygote donne naissance à 2 blastomères, c'est-à-dire à 2 cellules de taille inégale. On dit enfin que la segmentation chez l'homme est asynchrone. Pourquoi? Parce que les 2 premiers blastomères issus de la première division du zygote ne se diviseront pas en même temps. Tout simplement, le grand blastomère se divisera avant le petit blastomère. Donc, on passe par un stade intermédiaire de 3 cellules. Enfin, la formation du blastocyste. Une fois que la morula tombe dans la cavité utérine, et ce, vers la fin du 4e jour, début du 5e jour, cette morula se différencie en un blastocyste. Ce blastocyste est représenté par 3 structures bien distinctes. D'abord, nous avons un bouton embryonnaire représenté par de grandes cellules. Et ce bouton embryonnaire, c'est lui qui est à l'origine de la formation de l'embryon proprement dit.
À la périphérie, nous avons des cellules qui sont plus ou moins aplaties, qui sont dites trophoblastes, c'est-à-dire c'est des cellules jeunes qui vont se spécialiser plus tard dans la nutrition de l'embryon, c'est-à-dire le trophoblaste constitue quelque part la première ébauche du placenta. Entre ces deux structures, c'est-à-dire le trophoblaste et le bouton embryonnaire, se creuse une cavité dite cavité blastocystique. Notons que le trophoblaste entoure la totalité du blastocyste. Et en conclusion, on dira que la mise en place du blastocyste marque la fin de la période prémorphogénétique, c'est-à-dire la première semaine du développement embryonnaire. Deuxième semaine du développement embryonnaire. Trois phénomènes concomitants, c'est-à-dire qui se déroulent en même temps, à savoir la nidation, la prégastrulation, ébauchage des différentes annexes, se déroulent au cours de la deuxième semaine. La prégastrulation. Alors, c'est un phénomène embryonnaire tout simplement qui a pour but la transformation du bouton embryonnaire qui se présente sous forme d'une masse cellulaire en un germe didermique, c'est-à-dire formé par deux feuillets. Un feuillet externe représenté par de grandes cellules, c'est l'épiblaste, et un feuillet profond représenté par de petites cellules, c'est l'hypoblaste. Ce processus de différenciation du bouton embryonnaire en un germe didermique a lieu au 7e jour du développement embryonnaire. La nidation. La nidation est le passage du blastocyste de la cavité utérine dans la couche fonctionnelle de l'endomètre à travers l'épithélium utérin, où il va s'installer définitivement pour continuer son développement. La nidation débute vers le 7e jour du développement embryonnaire et s'achève vers le 14e jour, c'est-à-dire fin de la deuxième semaine. Mécanisme de la nidation. Le blastocyste reste à l'état libre, c'est-à-dire il tourne dans la cavité utérine jusqu'à la fin du 6e jour. Vers le 7e jour, quelque part dans le segment supérieur de la cavité utérine, ce blastocyste se fixera à l'épithélium utérin par l'intermédiaire du trophoblaste qui coiffe le bouton embryonnaire. Alors, au contact de ce trophoblaste avec l'épithélium utérin, automatiquement, il va se différencier en cytotrophoblaste, c'est une couche cellulaire interne, et en syncytiotrophoblaste, c'est une couche externe dite syncytiale. Donc, c'est comme s'il s'agit d'une cellule géante, mais qui est dépourvue d'organites. Ce syncytiotrophoblaste va excréter des substances qui sont à l'origine de l'érosion de l'épithélium utérin, permettant ainsi au blastocyste de s'enfoncer en profondeur dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. On dira aussi que le trophoblaste se différencie en cyto- et en syncytiotrophoblaste à mesure qu'il s'enfonce dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Neuvième jour du développement embryonnaire. À ce stade, on peut dire que la nidation du blastocyste est totale, c'est-à-dire c'est la totalité du blastocyste qui se trouve dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Attention à ne pas confondre avec une nidation totale et une nidation achevée, c'est-à-dire à ce stade, certes, elle est totale,
mais ce fameux blastocyste continue toujours à s'enfoncer en profondeur dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. En outre, vers le 9e jour, on constate l'apparition de lacunes syncytiales. C'est des vacuoles qui se creusent dans le syncytio-trophoblaste. Et quel est leur rôle? Eh bien, tout simplement, c'est vers le 10e jour, en moyenne, vers le 10e jour du développement embryonnaire, le syncytiotrophoblaste érode, c'est-à-dire détruit quelques vaisseaux sanguins appartenant à la couche fonctionnelle de l'endomètre et par voie de conséquence, le sang maternel envahit l'ensemble de ces lacunes. Sachez que l'ensemble de ces lacunes syncytiales communiquent entre elles par l'intermédiaire de fins canalicules. Et au final, on dira que la nidation se termine au 14e jour du cycle. Alors, on dira aussi qu'au 14e jour, c'est-à-dire vers la fin de la nidation, eh ben, chez certaines femmes, au moment où les lacunes sont déjà envahies par le sang maternel, il peut se produire de légères hémorragies, simulant ainsi une menstruation et faisant croire à la femme qu'elle n'est pas enceinte. Et c'est tout à fait normal parce qu'au 14e jour du développement embryonnaire, c'est une date qui correspond au 28e jour du cycle menstruel chez la femme. Et en général, au 28e jour du cycle, la femme s'attend à ses règles. Et à ce moment-là, les lacunes syncytiales, elles sont remplies par le sang maternel et le tremplin, donc va quitter ces lacunes, va tomber dans le syncytio, traverse carrément l'épithélium utérin, tombe dans la cavité utérine, hop, et à travers le col utérin, le sang se retrouve dans la cavité vaginale, puis à l'extérieur. Ébauchage des différentes annexes embryonnaires. À quoi correspondent les annexes? Sont représentées par le placenta, le cordon ombilical et l'amnios. Leur présence au cours du développement embryonnaire et le développement fœtal s'impose pour assurer le développement de l'embryon et du fœtus. Bien sûr, d'une manière générale, on dira que le placenta, c'est un organe directeur qui est responsable de la digestion, responsable de la respiration, de l'excrétion, de la synthèse d'hormones et de la protection de l'embryon et du fœtus. Ça, c'est les rôles essentiels du placenta. Ensuite, nous avons le cordon ombilical. Ce n'est qu'un relais entre le placenta et l'embryon puis le fœtus, dont la longueur est de 60 cm en moyenne. À l'intérieur, il renferme une grosse veine qui est responsable du transport oxygéné du placenta vers l'embryon puis le fœtus et le transport du sang veineux de l'embryon puis du fœtus vers le placenta par l'intermédiaire des deux artères ombilicales. Enfin, l'amnios, c'est une grande poche et son liquide amniotique, c'est lui qui est responsable de la protection de l'embryon et du fœtus contre les chocs mécaniques et surtout ce liquide intervient dans l'hydratation du fœtus à partir du 5e mois de la grossesse. Vu que la quantité apportée par le placenta à ce stade, c'est-à-dire à partir du 5e mois de la grossesse, demeure insuffisante. Maintenant, commençons par l'ébauchage, c'est-à-dire la mise en place de la première structure à partir de laquelle va s'édifier l'amnios. Alors, à travers cette série de schémas, nous constatons qu'au 8e jour déjà du développement embryonnaire, c'est les 2/3 du blastocyste qui sont nidés, et au 8e jour exactement, nous constatons que les deux bords de l'épiblaste prolifèrent en direction du cytotrophoblaste.
Et les deux bouts de cet épiblaste finissent par fusionner vers le 9e jour du développement, du côté bien sûr toujours du cytotrophoblast, formant ainsi une cavité dite cavité amniotique. Et notons que toutes ces cellules épiblastiques qui ont proliféré pour former finalement le toit de cette cavité amniotique seront dites les amnioblastes. Enfin, on dira que les amnioblastes plus cavité amniotique constituent l'amnios. Maintenant, on passe à la formation des vésicules ombilicales et du mésoderme extra-embryonnaire. Sur le premier schéma qui se trouve en haut, il correspond à un blastocyste au 9e jour. Nous remarquons qu'il est représenté par un germe dithermique, épiblaste représenté en bleu par de grandes cellules, hypoblaste en vert égale petite cellule. Ensuite, juste en dessous de l'hypoblaste, nous avons la cavité blastocystique qui est normalement délimitée par les cellules du cytotrophoblast. Et du côté opposé, nous remarquons que l'épiblaste constitue le plancher de la cavité amniotique. Alors, que va-t-il se passer au cours du 9e jour? Eh bien, tout simplement, une première poussée de cellules hypoblastiques qui prolifèrent à partir de ces deux extrémités, tout en se dirigeant vers le pôle anti-embryonnaire, c'est-à-dire le pôle qui se trouve du côté opposé à l'hypoblaste. Donc, suivre les flèches qui sont indiquées en jaune. Et finalement, au 10e jour du développement embryonnaire, les deux bords de cet hypoblaste finissent par fusionner pour constituer ce qu'on appelle la membrane de Heuser. Et sachez que une fois que la cavité blastocystique est tapissée d'une part par la membrane de Heuser et d'autre part par l'hypoblaste, alors on parle de vésicule ombilicale primaire. Et au 10e jour, nous constatons l'apparition du mésoderme extra-embryonnaire qui s'insinue entre la membrane de Heuser et le cytotrophoblast. Regardez au niveau du schéma d'un embryon humain de 9 jours, début de formation de la membrane de Heuser. Nous remarquons que cette membrane de Heuser est plaquée contre le cytotrophoblast. Par contre, au 10e jour, cette membrane de Heuser se sépare du cytotrophoblast, formation d'un espace qui va être occupé par le mésoderme extra-embryonnaire. Alors maintenant, quelle serait l'origine embryonnaire de ce mésoderme extra-embryonnaire? Donc, il y a ceux qui disent que la membrane de Heuser, qui intervient dans la mise en place de ce mésoderme, c'est-à-dire les cellules de la membrane de Heuser, se divisent activement et se différencient en mésoderme. Il y a ceux qui disent que ce mésoderme extra-embryonnaire dérive du cytotrophoblast. Il y en a d'autres qui disent que ce mésoderme prend son origine à partir de l'hypoblaste. Au 11e et 12e jour du développement embryonnaire, le volume du mésoderme augmente d'une manière exponentielle. Donc, ceci le pousse à s'installer entre le cytotrophoblast et les amnioblastes, c'est-à-dire à partir du 11e jour, normalement, les amnioblastes se détachent à partir du cytotrophoblast et tout l'espace apparu va être occupé par le mésoderme extra-embryonnaire. Et entre les 12e et 13e jours, nous constatons aussi, vu que la taille du mésoderme a augmenté, l'apparition d'une grande lacune dans le mésoderme. Cette lacune, donc, constitue tout simplement la cavité chorionique.
Donc, elle permet tout simplement de condenser le mésoderme contre la paroi externe de la membrane de Heuser d'une part et contre la paroi du cytotrophoblast d'autre part. Comment se met en place la vésicule ombilicale définitive à partir de la vésicule ombilicale primaire? Eh bien, entre les 12e et 13e jours, vous avez une deuxième poussée de cellules de lipoblastes qui refoule la membrane de Heuser vers le pôle anti-embryonnaire. Lorsque les deux bords de cette deuxième poussée de cellules se soudent, alors se forment deux vésicules. L'une qui est entièrement tapissée par les cellules hypoblastiques, c'est-à-dire la deuxième poussée de cellules, c'est la vésicule ombilicale secondaire. L'autre qui est délimitée exclusivement par la membrane de Heuser constitue le reliquat de la vésicule ombilicale primaire, c'est-à-dire ce qui reste de la vésicule ombilicale primaire. Et cette vésicule ombilicale primaire, ce reliquat, va finir par disparaître. Troisième semaine du développement embryonnaire. La troisième semaine correspond à la gastrulation, c'est-à-dire la transformation du germe didermique représenté par l'épiblaste et l'hypoblaste en un germe tridermique qui sera représenté par l'ectoderme, l'endoderme et en position intermédiaire le cordomésoderme. Ce processus se déroule entre les 15e et 22e jours de la grossesse. Commençons d'abord par la formation de la ligneux primitive. Sa mise en place a lieu au 15e jour. Nous remarquons que dans la région postérieure de l'épiblaste va naître un sillon longitudinal et médian. C'est la gouttière primitive épaisse. Elle croît en direction du centre de l'épiblaste, où sa croissance s'achève toujours vers la fin du 15e jour par la mise en place du nœud primitif. Le nœud primitif, c'est la dilatation de l'extrémité crâniale de la gouttière primitive, délimitant une dépression primitive. Alors, notons aussi que la gouttière primitive plus le nœud primitif plus la dépression primitive constituent la ligne primitive. Et cette ligne primitive joue un rôle primordial dans la mise en place du troisième feuillet, en l'occurrence le cordomésoderme. Avant de commencer par la mise en place de ce troisième feuillet, donc il est intéressant de voir comment se présente notre germe didermique associé à ses annexes vers le 15e jour, en 3D. Nous avons le germe didermique, épiblaste et endoblaste, épiblaste pardon, et hypoblaste. Sur l'épiblaste, nous remarquons la présence de la ligne primitive avec sa gouttière primitive, son nœud primitif et sa dépression primitive. Nous remarquons aussi que du côté de l'épiblaste se trouve la cavité amniotique qui est délimitée par les amnioblastes. Par contre, du côté de l'hypoblaste, nous remarquons la présence de la vésicule ombilicale définitive qui est délimitée par les cellules hypoblastiques. Très bien. Aussi au 15e jour, notons que la forme du disque embryonnaire qui change. Elle était initialement arrondie,
circulaire et à partir du 15e jour, ce disque embryonnaire change de forme et devient ovalaire. Une région beaucoup plus large que l'autre. La région qui est beaucoup plus large, c'est la région antérieure, dite encore région céphalique, et la région iphilée, du côté opposé, ça va être la région caudale, dite encore postérieure. Donc, si vous dites antérieure, de l'autre côté, ça va être postérieur. Si vous dites céphalique, de l'autre côté, ça va être caudal. Maintenant, nous allons voir les mouvements d'ingression de l'épiblaste à travers la ligne primitive entre les 15e et 18e jours du développement embryonnaire. D'abord, je dois retenir que au niveau de l'épiblaste, nous avons la ligne primitive qui est représentée, on le voit très bien ici par la gouttière primitive, le nœud primitif et la dépression primitive. Et cet épiblaste, au final, ce n'est qu'un amalgame d'un ensemble de contingents de cellules. Alors, je dirais que vers le 15e jour du développement embryonnaire, toutes les cellules épiblastiques à potentialité endodermique convergent vers la gouttière primitive, c'est-à-dire elles se trouvent un peu partout sur l'épiblaste et elles se dirigent toutes vers la gouttière primitive. Elles finissent par traverser la ligne primitive pour passer en profondeur et lorsqu'elles passent en profondeur, automatiquement, elles vont rencontrer quoi? Elles rencontrent les cellules de l'hypoblaste. Eh bien, ces cellules épiblastiques à potentialité endodermique repoussent les cellules hypoblastiques et finissent par occuper leur place pour donner finalement à une nappe dont la morphologie est identique à celle de l'épiblaste, c'est l'endoderme. Ce processus de mise en place de l'endoderme a lieu au 15e jour. Alors, 24 heures après maintenant, c'est-à-dire vers le 16e jour du développement embryonnaire, on assiste au même phénomène. Mais cette fois-ci, ça va être toutes les cellules épiblastiques à potentialité mésodermique. Toutes, elles se trouvent réparties au niveau de l'épiblaste, elles convergent vers la gouttière primitive, elles passent à travers la la gouttière primitive et cette fois-ci, elles vont s'installer en nappe entre l'endoderme et l'épiblaste. C'est le mésoderme intra-embryonnaire. Sauf, je dis bien sauf, au niveau de deux régions. L'une dans la région céphalique et l'autre dans la région caudale. C'est-à-dire au niveau de ces deux régions, on le voit très très bien sur la nappe que j'ai représentée en rose, il y a absence de mésoblaste. Eh bien, tout simplement, au niveau de ces deux régions, l'épiblaste et l'endoderme se trouveront en contact. Et ces deux régions où l'épiblaste et l'endoderme font contact constituent respectivement dans la région céphalique et dans la région caudale la membrane oropharyngée, c'est la première ébauche de la bouche, et la membrane cloacale. Cloacale, c'est-à-dire la première ébauche de l'anus et de l'ouverture, si vous voulez, de l'appareil urogénital. Donc, pour récapituler, je dirais que vers les 16e jours,
Toutes les cellules épiblastiques à potentialité mésodermique pénètrent à travers à travers la gouttière primitive pour s'installer en nappe entre l'épiblaste et l'endoderme, à l'exception de deux régions, l'une dans la région céphalique où l'épiblaste demeure en contact avec l'endoderme, c'est la membrane oropharyngée égale première ébauche de la bouche. L'autre dans la partie caudale, c'est la membrane cloacale, c'est la première ébauche de l'anus et de l'ouverture de l'appareil urogénital. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette diapositive? Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris. Alors, s'il vous plaît, pour l'instant, oubliez l'ouverture longitudinale qui apparaît en blanc au niveau du mésoderme. Ça, vous allez voir à quoi ça va correspondre. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons pris les trois nappes. Donc, à gauche, en bleu, c'est l'épiblaste. Et en bas, en vert, c'est l'hypoblaste qui s'est transformé en endoderme, et oubliez ce que vous voyez en jaune sur l'endoderme. Et à droite en rose, c'est le mésoderme intra-embryonnaire. Là, on a séparé les trois nappes, c'est-à-dire on peut les remettre en place. Je commence par l'endoderme sur lequel je dépose le mésoderme intra-embryonnaire. Donc, à travers les trois ouvertures de ce mésoderme, on va voir du vert. Vert au niveau de la membrane oropharyngée, du vert au niveau de la membrane cloacale, et du vert au niveau de cette ouverture qui est longitudinale, qui apparaît ici en blanc. Alors, un point qui est très important, si on essaye de mettre côte à côte l'épiblaste et le mésoderme intra-embryonnaire, c'est pour faire correspondre le nœud primitif avec la base de ce trou qui est en blanc. Ça, c'est très, très important. Et la base de la gouttière primitive coïncide normalement juste avec l'ouverture de la membrane cloacale. Ça, c'est très important à retenir pour mieux comprendre l'autre mouvement qui aura lieu tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Sur cette diapositive, nous avons deux coupes transversales faites au niveau de la gouttière primitive au 15e et au 16e jour du développement embryonnaire pour mettre respectivement la mise en place de l'endoderme et la mise en place du mésoderme intra-embryonnaire. En effet, au niveau de la coupe A, on voit très bien le passage des cellules épiblastiques à potentialité endodermique à travers la gouttière primitive. Le mouvement est représenté par des flèches en noir, et ces cellules qui sont représentées au niveau des flèches en noir, ce n'est que des cellules épiblastiques à potentialité endodermique qui repoussent de part et d'autre les cellules de l'hypoblaste pour former la nappe définitive dite endoderme. À droite, nous avons la coupe B qui représente une coupe transversale faite au niveau de la gouttière primitive d'un embryon humain âgé de 16 jours. La même chose, c'est-à-dire, on dira cette fois-ci que toutes les cellules épiblastiques à potentialité mésodermique pénètrent à travers la gouttière primitive pour s'installer en nappe en position intermédiaire entre l'épiblaste en surface et l'endoderme en profondeur. Et ce mouvement est représenté par les deux flèches en noir. Cette diapositive correspond au récap de la formation de l'endoderme définitif et du mésoderme intra-embryonnaire.
Tant bien que mal, on va essayer de faire quand même une petite lecture. Au 15e jour, toutes les cellules épiblastiques à potentialité endodermique pénètrent par ingression à travers la gouttière primitive pour former l'endoderme définitif. La formation maintenant du mésoderme intra-embryonnaire. À partir du 16e jour du développement, toutes les cellules épiblastiques à potentialité mésodermique pénètrent par ingression, toujours à travers la gouttière primitive, pour s'insinuer en nappe lâche entre l'épiblaste et l'endoderme définitif naissant, c'est-à-dire qui est en formation, formant ainsi le troisième feuillet germinatif, le mésoderme intra-embryonnaire, à l'exception de deux régions où les deux feuillets suscités, c'est-à-dire épiblaste et endoderme définitif, demeurent en contact. Donc, l'une dans la région céphalique, c'est la membrane oropharyngée qui se rompt au cours de la 4e semaine pour constituer l'ébauche de la bouche, et l'autre dans la région caudale, c'est la membrane cloacale. Elle se désintègre au cours de la 7e semaine pour former les ouvertures de l'anus et des tractus urinaire et génital. Là, nous allons voir le dernier point de la gastrulation et qui parle de la formation du processus notocordal, c'est-à-dire la mise en place du canal cordal au 18e jour et qui continue son évolution et sa formation s'achève au 22e jour. Alors, on dira tout simplement qu'entre les 16e et 18e jours du développement embryonnaire, toutes les cellules épiblastiques, cette fois-ci à potentialité cordale, on peut les appeler encore notocordales, s'enfoncent à travers la dépression primitive. Là, il faut faire attention. Ce n'est plus la gouttière primitive, mais c'est la dépression primitive. Et ce mouvement d'ingression se fait obliquement, ensuite axialement, tout en se dirigeant vers la membrane oropharyngée. Et à mesure que ces cellules pénètrent, elles s'organisent pour former un canal cordal. C'est-à-dire au 18e jour, qu'est-ce qu'on obtient? Là, on l'a représenté sur l'endoderme en vert. J'ai représenté le canal cordal en jaune foncé. Alors ça, normalement, essayez d'imaginer un canal. Ce canal, son plancher donc repose sur l'endoderme. Ses flancs, c'est-à-dire ses côtés, vont se trouver en contact avec le mésoderme et son toit va se trouver en contact avec l'ectoderme. Cette fois-ci, je ne parle plus d'épiblaste, mais je parle d'ectoderme. Pourquoi? Parce qu'en surface, que reste-t-il comme cellule? L'épiblaste, initialement, c'était cellules épiblastiques à potentialité endodermique, plus cellules épiblastiques à potentialité mésodermique, plus cellules épiblastique à potentialité cordale, plus le dernier contingent, c'est les cellules épiblastiques à potentialité ectodermique. C'est-à-dire, que reste-t-il en surface? Que les cellules épiblastiques à potentialité ectodermique. Donc, on parle d'ectoderme. Donc, finalement, les trois nappes que j'ai représentées à droite, on peut poser d'abord l'endoderme, ensuite je pose le mésoderme et le trou axial qui apparaît en blanc dans lequel je vais placer le canal cordal. Donc ces flancs, les côtés de ce canal vont se mettre en contact avec le mésoderme. Son plancher repose sur l'endoderme et je rajoute l'ectoderme en surface. Donc cet ectoderme va se trouver en contact avec le toit du canal cordal. Et à partir du 19e jour, ce canal cordal évolue, c'est-à-dire continue
sa mise en place et sa formation. Au 19e jour, il va passer par le stade de canal cordal fissuré, 20e jour, stade de gouttière cordale renversée, 21e jour, stade de plaque cordale, et on dit que la mise en place de la notocorde s'achève au 22e jour par la mise en place de la tige cordale qui va occuper l'axe de l'embryon allant de la membrane oropharyngée à la membrane cloacale, c'est-à-dire sa croissance se fait toujours vers la membrane cloacale en repoussant de part et d'autre le mésoderme. Et en conclusion, je dirais que la troisième semaine, c'est-à-dire la gastrulation, s'achève par la mise en place de la tige cordale. Quatrième semaine du développement embryonnaire. Parmi les 4 phénomènes qui se déroulent au cours de la quatrième semaine, à savoir l'individualisation de l'embryon par rapport à ses annexes, dite encore la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Donc c'est dû à quoi? Tout simplement, jusqu'au 20e jour, normalement, l'embryon est planiforme, c'est-à-dire il est plat. Et à partir de la fin du 20e jour, cet embryon va s'enrouler sur lui-même selon un axe céphalocodal et un axe dorso-ventral. Donc cet enroulement, c'est lui qui est à l'origine du deuxième phénomène qui est l'étranglement de la vésicule ombilicale définitive et j'obtiendrai 2 parties. Une partie de la vésicule ombilicale définitive qui va pénétrer les structures embryonnaires pour contribuer dans la mise en place du tube digestif et une autre partie qui demeure à l'extérieur et fera partie des annexes embryonnaires. Le troisième point, c'est la métamérisation du mésoderme intra-embryonnaire, c'est-à-dire sa segmentation ou, dite encore, division du mésoderme en paires de segments et ces segments vont évoluer au cours du développement embryonnaire pour donner certaines parties de l'organisme embryonnaire. Le dernier point, bien sûr, correspond à la neurulation. Bien sûr, dans ce cours, nous allons nous intéresser uniquement à la neurulation. Notons que tous ces processus embryonnaires que je viens de citer sont concomitants, c'est-à-dire déroulent en même temps. Ils démarrent tous vers le 20e jour. Autrement dit que la quatrième semaine démarre bien avant la fin de la troisième semaine. Donc, il y a un chevauchement entre la fin de la troisième semaine et le début de la quatrième semaine. Maintenant, on va voir la neurulation. Tout d'abord, on va la définir. Donc, elle correspond à la mise en place de l'ébauche du système nerveux. Cette ébauche du système nerveux, à partir de laquelle va s'édifier, va se former le système nerveux, est dite tube neural. Et son ébauchage a lieu entre les 20e et 29e jours de la grossesse. Quelles sont les étapes de la neurulation? Nous avons un ensemble de 4 vues dorsales allant du 20e au 23e jour pour mettre en évidence les différentes étapes de la neurulation. Commençons par le 20e jour. Déjà, nous constatons le changement de forme de l'embryon et ceci est dû sans aucun doute au processus de l'individualisation de l'embryon par rapport à ses annexes. Et nous remarquons que l'ectoderme qui se trouve juste au-dessus de la gouttière cordale renversée se différencie en une plaque neurale plus des crêtes neurales. La plaque neurale est épaisse et
elle est bordée longitudinalement par les crêtes neurales. La plaque neurale est à l'origine du système nerveux, par contre, les crêtes neurales sont à l'origine des ganglions nerveux. Et à partir du 20e jour, regardez bien, vu que la ligne primitive n'a pratiquement aucun rôle, donc elle a tendance à régresser, c'est-à-dire à reculer pour constituer le canal neurentérique au niveau du nœud primitif. Très bien. Maintenant, au 21e jour, on peut remarquer que la plaque neurale s'incurve en une gouttière neurale dont les bords longitudinaux sont très saillants, c'est-à-dire sont très voyants dans la région céphalique et ces deux bords sont très effilés dans la région postérieure. Là, c'est-à-dire les poches commencent à se dessiner. Donc la partie saillante, c'est elle qui va être à l'origine de l'encéphale, c'est-à-dire les deux hémisphères cérébraux, le cervelet, le bulbe rachidien et le tronc cérébral. Par contre, la partie effilée, c'est elle qui va être à l'origine de la moelle épinière. Maintenant, 24 heures après, c'est-à-dire au 22e jour, le tube neural se forme dans la partie moyenne de l'embryon, c'est-à-dire les deux bords de la gouttière se rapprochent, ensuite finissent par fusionner pour former une portion de tube neural dans la région moyenne de l'embryon. Dans les deux extrémités de l'embryon, le matériel nerveux se trouve toujours au stade de gouttière neurale et on le voit très très bien. Et regardez bien comment la ligne primitive a régressé pratiquement, qu'est-ce qui reste? Juste à peine des vestiges. Et 24 heures après, normalement, au 23e jour du développement embryonnaire, nous constatons que le processus de soudure des deux bords de la gouttière neurale se continue vers la région céphalique et vers la région caudale, donnant ainsi à un tube neural ouvert au niveau de ces deux extrémités. L'extrémité antérieure est dite neuropore antérieur, c'est-à-dire ouverture du système nerveux dans la partie antérieure, et du côté opposé, nous avons le neuropore postérieur. Bien sûr, normalement, maintenant, à partir du 27e, et on dira entre les 27e et 28e jours, donc correspondent à la fermeture du neuropore antérieur et 29e jour, la neurulation s'achève par la fermeture du neuropore postérieur. À la fin du premier mois, l'embryon mesure en moyenne entre 3 et 5 mm. Et on dira que le premier mois de la grossesse s'achève par la fermeture du neuropore postérieur vers le 29e jour du développement embryonnaire. Les annexes embryonnaires. Donc, à travers ce schéma, on va essayer de donner l'essentiel de ces annexes, c'est-à-dire le fonctionnement et le rôle de ces annexes. On voit très très bien que le fœtus, et ça peut être aussi un embryon, il baigne carrément dans une suspension dite le liquide amniotique. C'est comme un poisson dans l'eau, hein, c'est-à-dire que le fœtus est plongé carrément dans cette suspension et qui joue un double rôle. D'abord, c'est la protection de l'embryon puis le fœtus contre les chocs mécaniques. Deuxième rôle, c'est qu'il intervient dans l'hydratation du fœtus à partir du 5e mois de la grossesse. Pourquoi? Parce que la quantité en H2O qui est apportée par le placenta à partir de la circulation maternelle est de 1 litre par jour en moyenne et cette quantité demeure insuffisante pour le développement du fœtus. Donc, il lui manque un demi-litre, c'est-à-dire 500 cm3 ou 500 millilitres, comme vous voulez. Et ces 500 cc sont puisés par le fœtus à partir du liquide amniotique par hydratation à travers sa peau.
Alors, maintenant, si on passe au placenta, donc nous constatons là qu'il s'agit d'un disque dont le diamètre est de 20 cm et une épaisseur de 2,5 cm. Ce placenta s'accroche et se développe au niveau de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il joue le rôle d'une véritable barrière entre la maman et l'embryon puis le fœtus. C'est lui qui sépare la circulation embryonnaire puis fœtale de la circulation maternelle. Attention, il n'y a jamais contact entre les deux sangs. Et ce placenta joue un rôle dans la nutrition, dans la respiration, dans la défense et l'excrétion et la synthèse d'hormones qui sont indispensables pour l'embryon et le fœtus. C'est-à-dire le placenta, il puise à partir de la circulation maternelle les éléments indispensables pour le métabolisme de l'embryon et du fœtus. Il puise aussi l'eau qui est très importante et en quantité aussi largement satisfaisante. Deuxième point, il puise encore l'oxygène, les vitamines, à l'exception bien sûr de la vitamine K, les oligo-éléments et les anticorps, bien sûr, qui se fait à partir du 8e mois de la grossesse. Il joue un rôle aussi de défense, c'est-à-dire il est là, il bloque le passage des bactéries et le passage des virus de la circulation maternelle vers la circulation embryonnaire et fœtale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cordon ombilical? Comme vous le voyez très très bien, il joue le rôle de relais entre le placenta et l'embryon puis le fœtus. Ce cordon ombilical dont la longueur est de 60 cm en moyenne offre à décrire en coupe transversale une grosse veine sur laquelle s'enroulent deux petites artères et le tout baigne dans un tissu conjonctif liquide que l'on appelle la gelée de Wharton, qui est très riche en cellules mésenchymateuses. Alors, la grosse veine ombilicale est responsable du transport du sang oxygéné, c'est-à-dire riche en oxygène, en substances nutritives, riche en éléments qui sont indispensables pour le développement harmonieux de l'embryon et du fœtus, du placenta vers l'embryon puis vers le fœtus. Et il joue un autre rôle dans le transport du sang veineux, c'est-à-dire riche en dioxyde de carbone plus les déchets, de l'embryon puis le fœtus vers le placenta. Voilà donc comment on peut résumer le rôle essentiel de ces annexes embryonnaires. Donc on doit noter aussi que le placenta et le cordon ombilical sont opérationnels chez l'espèce humaine à partir du 21e jour, c'est-à-dire les échanges s'établissent entre le placenta et l'organisme maternel à partir du 21e jour. Et à partir du 21e jour, on dit que l'embryon est autonome.